Lequel Naruto est le meilleur? Naruto ou Naruto Shippuden? C'est la même œuvre, mais on va voir que ces deux parties sont bien différentes l'une de l'autre. Dans Naruto, la première partie, on découvre le monde ninja à travers les yeux du jeune genin Naruto. Et vu qu'il découvre lui aussi ce monde, c'est pas encore le boss qu'on connaît. Du coup, ça fait que Naruto n'a pas encore cette place importante qu'on lui connaît dans Shippuden. Quand on prend ses différents combats, que ce soit contre Aku, Neji, Kiba, Kimimaro, Orochimaru ou Gaara, il n'est jamais donné gagnant. Ses adversaires semblent toujours plus matures que lui, surtout lorsque Itachi et Kisame viennent le chercher, il est complètement impuissant. Il voit son meilleur pote se faire défoncer sous ses yeux et doit se reposer exclusivement sur Jiraiya. Pareil dans l'arc recherche de Tsunade, lorsque les trois Sannin s'affrontent, Naruto passe au second plan en affrontant Kabuto. Et on pourrait dire pareil de l'arc Zabuza, il se tape contre Aku et ne prend pas l'antagoniste principal. Le plus marquant dans tout ça, ça reste la fin de la première partie, là où Naruto perd contre Sasuke, au terme d'un des meilleurs combats de tout le manga. C'est ultra symbolique car on est au dernier moment de la première partie et on se dit qu'après tous ces efforts de la team pour récupérer Sasuke, Naruto va le faire, il ne peut pas perdre. Mais si. Et tout ça, c'est trop bien, parce que ça te fait réaliser à quel point l'univers de Naruto est grand et varié, et que Naruto lui-même n'en est que pour l'instant une toute petite partie. Bien sûr, Naruto c'est aussi des arcs incroyables. On se demande même s'il y en a un qu'on peut vraiment considérer comme mauvais, tellement c'est tous des bangers. Revenons sur quelques-uns. Pour te mettre dans le bain direct, tu débutes avec une masterclass, l'arc Zabuza. Vraiment une ambiance très particulière. On te sert d'entrée de jeu Zabuza, un ninja désertaire du village de Kiri, et tu comprends tout de suite que le gars n'est pas là pour déconner. Pendant tout l'arc, tu sens le danger, car même Kakashi qu'on te présente comme l'instructeur ultra balèze, il est pas serein de fou. La relation Zabuza et Aku est très touchante. Zabuza, qui était censé considérer Aku seulement comme un objet, se met à pleurer à la mort de ce dernier. On ne reviendra pas sur le moment où ils meurent ensemble, main dans la main, car les larmes montent, même si Aku est déjà mort et ne pourra pas prendre conscience de tout ça, ce qui est encore plus triste. Une autre relation va se développer, celle de Naruto et Sasuke. Tout d'abord, lorsque les deux bouffes les attaqueront, Naruto réalisera alors le gouffre qui le sépare de Sasuke, et à partir de ce moment-là, il redoublera d'efforts pour se mettre au niveau de celui qu'il admire. Le moment le plus marquant reste lorsque Sasuke se sacrifia pour protéger Naruto. Pensant qu'il est mort, Naruto explosera de colère et fera apparaître le chakra de Kyuubi. Tous ces événements mis bout à bout ont permis de lier leur amitié qui va être centrale tout au long de l'œuvre. Cette même amitié sera bousculée officiellement avec l'arc de la récupération de Sasuke. Et encore une fois, une masterclass. Et dès le départ, on retrouve cette idée dont on parlait plus tôt. Cette team part pas gagnante du tout. Pas de Shino, ni de Lee au départ, face à des ninjas d'auto sans pitié qui semblent vraiment d'un autre monde à côté de notre team de Konoha. Et pourtant, l'équipe menée par un Shikamaru pourtant inexpérimenté va se battre héroïquement. La malice de Shikamaru ne suffisant pas, les ninjas de Konoha finiront par se battre en 1 contre 1 contre le quintet d'Oto. Shoji et son amitié avec Shikamaru, un Neji changé par Naruto, Kiba prêt à mourir pour tuer Sakon, Shikamaru fier de ses camarades. Tout le monde a régalé. Et comme si ça suffisait pas, Lee se joint à la fête et avec lui les ninjas de Suna, devenus alliés avec un Gaara changé par son combat contre Naruto, qu'il n'a pas spécialement dominé au combat, mais par sa vision du monde, car ayant tous les deux connu la solitude et de points de vue différents. Et bien sûr ce final mes aïeux, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. La mission de Shikamaru a échoué. Il se sentira coupable de la situation critique dans laquelle se sont retrouvés ses amis qui s'en sont finalement sortis. Et alors que la pression retombe, il fondra en larmes après que son père lui ait rappelé ce qu'était qu'être un ninja. Que d'émotions cet arc, c'était tout simplement dément. Vous le savez bien, Naruto c'est aussi des combats, et quels combats mes amis. Gaara versus Lee, Naruto versus Sasuke, Naruto versus Gaara, Naruto versus Neji et plein d'autres. Toujours dans cette vibe shonen cool à l'ancienne, mais sérieux. Car oui, malgré le fait que ce soit un shonen, certains moments sont quand même très badants, que ce soit l'enterrement de Hiruzen, l'histoire de vengeance de Sasuke qui veut buter son frère parce qu'il a buté toute sa famille, le passage de la forêt avec Orochimaru contre la Team 7, tout ça, tu le comprends mieux quand tu grandis et tu comprends à quel point le bon vieux Masashi est un bon. Là où on retrouve encore ce côté sérieux, c'est tout autour de cette ambiance genin, confrontée très vite à la réalité du monde ninja. Les mecs sont encore des genins, ils se foutent déjà sur la gueule contre des types comme Zabuza, Orochimaru et le quintet du son, où la vie des protagonistes est clairement mise en jeu. Dans l'univers de Naruto, on s'en fout de ton âge. Si tu peux te battre, tu vas te battre. Cette dualité entre sérieux et cool est extrêmement efficace. Ça régale tout le monde, petits et grands. Pour résumer, dans Naruto, on est en pleine découverte du monde ninja et on suit des protagonistes qui eux aussi le découvrent et donc le subissent plus qu'autre chose. On n'arrive pas bien à le décrire exactement, mais il y a cette ambiance découverte du monde ninja et de l'univers de Naruto au global qui est ultra passionnante. Ce qui va changer dans Shippuden, comme on va le voir tout de suite. Dans la première partie de Naruto, on évoquait le fait que Naruto découvrait le monde ninja et donc que son impact sur ce dernier était minime. Ici dans Shippuden, développement logique. Naruto prend énormément d'importance et de poids dans les intrigues. Les graines plantées avec l'Akatsuki qui s'intéressaient à lui ont pris tout leur sens et l'ampleur qui va avec. À côté de ça, on a toujours ce côté insouciant de Naruto, mais il est plus réfléchi. Ses réactions sont plus attendues, il est davantage crâne, notamment quand Deidara et l'Akatsuki ont tué Gaara, ou ses arrivées comme quand Kakuzu se bat avec Ino, Kakashi et Choji, ou alors sa plus connue contre Pain quand Sakura l'appelle à l'aide. On sent vraiment ce côté dernier rempart, notamment dans la 4ème grande guerre. Naruto a vraiment évolué comme personnage, il est passé du petit garçon insouciant et rejeté par le village au dernier rempart de la justice. Il ne subit plus le monde ninja, mais il l'influence et il a le pouvoir de le changer. Bravo Masashi pour cette masterclass. Et comme pour Naruto, on sent une claire évolution du personnage de Sasuke. Peut-être même plus que Naruto, on a même parfois l'impression qu'il est le
personnage principal. Il se détache complètement du genin qu'il était dans la première partie. Là, il mène sa barre tout seul. Et évidemment, le perso évolue encore plus lorsque la révélation sur Itachi apparaît. Il devient encore plus aveuglé par la vengeance et s'enfonce encore plus dans les ténèbres. Oh, et puis, note pour les bouffes qui, dès qu'on parle de Sasuke, sortent le vieux Dark Sasuke, arrêtez ça, c'est ridicule. Et comme on parle de Sasuke, parlons un peu de la révélation sur Itachi. Une des plus grandes masterclass qu'on ait vues. Comme on l'a dit, ça remet en cause toute la vie de Sasuke. L'homme qui a tout sacrifié pour son petit frère. On peut voir la chose de la manière qu'on veut, ça reste un énorme brain. Pendant tout ce temps, on a suivi Sasuke qui n'avait qu'un but, et quand on apprend la vérité, nous, spectateurs, on est aussi chamboulés que lui. Tout ce temps, on pensait connaître la vérité, on suivait l'intrigue en mode qu'est-ce qui va se passer après qu'il ait pris sa vengeance, et quand on y est arrivé, toutes les cartes ont été rebattues. Et comme on parle de ces deux-là, encore une parenthèse sur les combats. Gaara Deidara, Sasuke Itachi, Jiraiya Pain, Naruto Pain, et on en passe. Comme toujours, bon shonen égale bon combat, ça fait partie du jeu, et là encore, Masashi a régalé. Et ces grands combats s'accompagnent d'un des plus gros points forts de Shippuden, les morts. La première qui nous vient à l'esprit, c'est celle de Jiraiya, peut-être la mort la plus symbolique. Naruto qui perd son mentor et qui se doit de prendre la relève, ça le transforme en homme. Puis le combat en lui-même contre Pain qui est très stylé. Jiraiya qui se tape contre tous les corps de Pain et qui découvre son secret et a le choix de partir mais préfère rester, ce qui causera sa perte. Mais il sera mort en héros en faisant passer un message révélant le secret de Pain. On l'a déjà évoqué plus tôt, mais la mort de Itachi qui bouleverse complètement tout l'univers de Naruto, la mort de Nagato et sa rédemption avant de mourir avec ce lien avec Jiraiya dont il a été l'élève et a été l'assassin qui le lie à Naruto. Toute la scène où il parle avec Naruto et quand ce dernier se rend compte qu'il est dans le faux, c'était très cool. La mort de Konan qui suit juste après, elle qui s'en va rejoindre Yaiko et Nagato. Elle a fait galérer Obito avec un plan concocté aux petits oignons, ça claque. Il y a aussi la mort de Asuma, qui crée un petit parallèle entre Shikamaru et Naruto. Shikamaru sait ce que c'est de perdre son sensei. C'est d'ailleurs lui qui viendra remonter le moral de Naruto. La mort de Asuma nous aura aussi permis de nous rendre compte de la puissance et de la dangerosité de l'Akatsuki. Et puis toutes les morts des membres de l'Akatsuki. La mort de Hidan qui rend Shikamaru ultra stylé. La mort de Sasori et le flashback émouvant avec ses parents. La mort de Kisame ultra badass, qui sera resté fidèle à l'Akatsuki jusqu'à sa mort. Celle de Deidara qui voulait absolument se venger de Itachi mais qui n'aura même pas pu battre son petit frère. Celle d'Obito qui se sacrifie en sauvant Kakashi encore une fois. Shippuden c'est aussi cette organisation de méchants ultra stylée, si ce n'est la plus stylée de toutes. L'Akatsuki c'est mythique, les man font peur, on sait qu'ils sont puissants. Itachi, Kisame, Pain, Sasori, c'est beaucoup trop. En revanche, une des faiblesses de Shippuden, c'est les nombreux persos introduits de Naruto qui sont passés au second voire troisième plan comme Gaara, Neji, Lee ou Shino. On peut clairement considérer que leurs traitements ont été gâchés. Lee ne sert plus à rien alors que le mec nous avait pourtant tous marqué lors de son combat contre Gaara. Shino il avait un énorme potentiel genre level Neji, bah au final c'est juste une blague. Gaara si on l'avait fait mourir au début de Shippuden ça aurait vraiment fait basculer l'œuvre dans un autre niveau en termes d'enjeu et d'importance. Là on le laisse en vie et son impact est minime. Le seul truc qu'on a eu en plus c'est la révélation de sa mère quand il rencontre son père. Finalement on nous apprend que contrairement à tout ce qu'on nous a raconté, sa mère l'aimait. Il y a aussi Neji, lui qu'on nous présentait comme un véritable petit génie. Il aura eu un impact minime pendant Shippuden. Même lors de la Grande Guerre, lorsque son père se fait réincarner, on aurait pu les faire se rencontrer, ça aurait donné une intrigue intéressante et quelque chose en rapport avec Neji car on n'a rien eu. Mais même là, rien n'est fait. Si, il y a un truc qui a été fait pour Neji et vous savez ce que c'est. Sa mort n'est pas spécialement impactante, elle sert juste à créer le rapprochement entre Hinata et Naruto. Et maintenant vous nous voyez arriver, on va parler de la fin de Shippuden et donc de la 4ème Grande Guerre Ninja. Alors là, il y en a des choses à dire, je sais même pas par où commencer. Évidemment, on parle d'une guerre, le conflit prend une ampleur titanesque, mais ça a donc aussi créé un des grands problèmes de cet arc. La multiplication des lieux et combats que l'on suit font qu'il y a toujours des trucs plus osefs à suivre que d'autres pour faire vivre le conflit et lui donner de l'importance. Mais faut le dire, ça finit par être chiant et ça tire en longueur. Les 5 Kage contre Madara ont été trop ridicules, même si c'était pour démontrer la puissance de Madara et plus largement dans cette guerre, les Kage ne représentaient pas vraiment un vrai problème pour Madara ou Kabuto. Seul Onoki aura vraiment eu droit à ses instants de gloire. Après, Obito Jinchuriki c'était peut-être un peu trop. S'il était mort au moment où Madara l'a trahi avec une rédemption du personnage à ce moment-là, ça aurait été ok. Pour Madara Jinchuriki, c'était sympa avec Guy et les 8 portes, mais pareil, un peu too much. Les derniers combats, on était sur du champagne. Les nouveaux pouvoirs de Naruto et Sasuke, le double Sharingan de Kakashi, la puissance de Kaguya alors qu'en soi elle n'est pas impactante, c'était peut-être un peu trop. Kishimoto a voulu charger pour la fin, genre tout mettre et il en a peut-être un peu trop mis. Alors ça a été très stylé par moments, aucun doute là-dessus, mais faut reconnaître que l'intrigue est allée un peu loin. Il y a aussi les flashbacks qui sont très cool dans la partie Shippuden, mais dans l'anime ils sont beaucoup trop présents, on te les remet à toutes les sauces alors que c'est absolument pas nécessaire. Ceci dit, Kishimoto a voulu bousculer avec des gros trucs. Qui pensait que Sasuke irait chercher Danzo en plein conseil des Kage et que sa nouvelle vision de sa vengeance l'aurait obligé à se battre jusqu'à devenir aveugle réellement. Faire mourir Jiraiya par le boss de l'Akatsuki qui est son ancien élève et on en passe et des meilleurs. Obito qui voit Rin mourir sous ses yeux de la main de son meilleur ami. Il a voulu bousculer l'ordre établi dans la première partie avec un ton plus grave. Osez dire qu'il n'y a pas une scène de Shippuden qui vous a scotché de fou. Donc rien que pour ça, Shippuden, ça reste mythique. Quand l'univers qu'on suit prend de l'ampleur, on découvre de nouveaux personnages et donc de nouvelles intrigues et avec ça le risque de partir trop loin même si c'est vrai plus largement dans le shonen. Donc souvent les fins de shonen ont déçu comme c'est le cas dans Naruto ou même Bleach. D'ailleurs dites-nous ce que vous en pensez en com et ce qui est pour vous la raison de ce genre de fin décevante. Dans Shippuden, Kishimoto a voulu faire passer l'œuvre à un autre niveau et pour ça il a attendu l'univers que ce soit par le développement des persos ou des enjeux. On n'est plus du tout dans l'ambiance entre gros guillemets tranquille de Naruto. L'Akatsuki est une menace mondiale qui prend toute la place suivie de la grande guerre qui concerne tout le monde ninja. Pour répondre à la question, bien sûr qu'il n'y a pas de meilleur Naruto. Ça va dépendre de tes préférences. Certains vont préférer l'ambiance un peu plus chill de Naruto si on peut dire, là où on se concentre principalement sur Konoha. D'autres vont préférer quand l'univers s'étend et que les conflits sont d'ordre mondiaux avec tout ce que ça implique. Ce qui est sûr c'est que
que l'évolution de l'œuvre entre la première partie et Shippuden est complètement logique. Dans tous les cas, Naruto reste un chef-d'œuvre qui aura marqué l'enfance, l'adolescence de beaucoup, ou marqué tout court nombre d'entre nous. L'univers du manga et les thèmes traités sont exceptionnels. Alors encore une fois, merci Masashi pour cette masterclass.